Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Le feedback. Voilà un mot qu'on entend partout, mais dont on ne sait pas toujours quoi faire. Pour certains, c'est un jargon d'entreprise, une formalité de plus à cocher. Pour d'autres, une critique déguisée qu'on préférait éviter. Et pourtant, le feedback, ce n'est pas une remarque lancée à la va-vite, ni un compliment automatique. C'est une conversation, un échange qui est clair, qui permet d'avancer, de grandir et de mieux travailler ensemble. Alors imaginez si, au lieu de deviner ce que l'autre pense, on savait exactement ce qu'on peut améliorer. Si au lieu d'avoir peur du jugement, on recevait des conseils qui nous aident à progresser. Le feedback bien utilisé est une force, un levier pour apprendre, innover et même renforcer les liens, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Mais alors, comment donner un bon feedback ? Comment en recevoir un sans se braquer ? Et comment en faire une habitude qui tire tout le monde vers le haut ? Aujourd'hui, nous allons en parler avec Stéphane Mouriou, entrepreneur, conférencier et l'auteur du livre Feedback, le pouvoir des conversations. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Stéphane Mouriou, bonjour. Bonjour Amal. Alors, vous expliquez au début de votre ouvrage qu'il existe de nombreuses définitions du terme feedback. Quelle est la vôtre ? Alors, la nôtre est de dire que le feedback, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre pour le faire grandir et l'aider à réaliser son potentiel. Ça paraît tout simple, mais ça a beaucoup d'implications. Alors, en quoi le feedback est-il une nouvelle langue en soi à apprendre ? Alors, au départ, dans nos travaux, on est parti comme tout le monde sur l'idée que le feedback, c'était une technique, un outil de management. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un peu plus que cela. Et très souvent, on dit que le feedback, c'est finalement presque un cheval de Troie. C'est-à-dire que c'est un petit sujet qui paraît inoffensif. Et finalement, il ouvre la porte à plein d'univers. Parce que le feedback, ça permet de parler de performance, ça permet de parler de bienveillance, d'innovation, d'agilité, de rapidité. Bref, c'est ce petit outil et finalement, on s'est rendu compte petit à petit que ce concept de feedback, les gens ne le maîtrisaient pas tant que ça. Les gens l'utilisent beaucoup, mais beaucoup de gens se disent « Ouais, mais alors ça, c'est ce que c'est du feedback? Est-ce que c'est pas du feedback ?» Mais de temps en temps, le feedback, c'est super, mais de temps en temps, le feedback, ça fait mal. Et on s'est rendu compte que finalement, le feedback, c'était une langue étrangère. C'est-à-dire que ça repose sur un vocabulaire. Il y a un vocabulaire feedback. Il y a aussi une grammaire feedback. Il y a des règles, des principes. Quand on les maîtrise, eh bien, on va avoir plus d'impact et on va sans doute faire plus de bien autour de soi que si on les maîtrise pas. Alors, selon vous, le feedback n'est pas culturel, mais naturel, car il fait partie des lois du vivant. Alors, quels sont les mécanismes à l'œuvre, Stéphane ? Vous avez bien lu le livre, effectivement. Effectivement, souvent, on pense que le feedback, voilà, c'est un énième concept, une énième mode anglo-saxonne qui nous est imposée, avec ce mot qui n'a d'ailleurs pas de traduction dans la langue française, parfaite en tout cas, puisqu'il n'y a pas de mot qui dise « nourrir en retour ». Et effectivement, en fait, en creusant le sujet, on s'est rendu compte, un peu à l'instar des travaux sur la cybernétique, il faut relire les travaux sur la cybernétique du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des boucles de rétroaction, des boucles de feedback partout dans la nature. Il y en a dans notre corps, il y en a dans nos relations, il y en a quand nous prenons notre volant. Et en fait, on se rend compte que sans boucle de rétroaction, eh bien, on mourrait très très rapidement. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, si vous n'avez pas une boucle de rétroaction entre votre regard, l'analyse du danger, ce qui est inscrit sur votre tableau de bord en matière de vitesse, et à un moment donné un virage, s'il n'y a pas une boucle de rétroaction là qui vous dit tourne le volant, ralentit, vous allez foncer dans le mur. Et des boucles de rétroaction comme ça, il y en a plein dans la vie. À partir du moment, par exemple, où vous touchez une plaque dans la cuisine qui est chaude, vous avez une boucle de rétroaction qui vous dit « enlève vite ta main parce qu'autrement tu vas cramer ». S'il n'y avait pas cette boucle de rétroaction, eh bien, nous aurions tous les mains cramées. Voilà. Alors, de la rétroaction, il y en a partout. Assez bizarrement, on a mis de nombreuses années avant de la conceptualiser et de la faire entrer dans le champ des sciences humaines en y mettant de la technique, en y mettant un peu plus d'art, vous l'avez dit dans la citation, et c'est le travail sur lequel j'ai consacré à peu près 20 ans de ma vie. Vous expliquez qu'il est possible de faire de la performance sans feedback, mais qu'il est absolument impossible de faire de la haute performance sans feedback. En quoi le feedback est-il un atout pour surperformer ? Alors j'ai eu quelques rencontres qui ont été assez magiques à cet égard et il y en a une d'ailleurs que je cite dans le livre qui m'a beaucoup marqué. Je suis à Londres et je participe à un coaching d'une chanteuse anglaise. Elle est donc avec un pianiste, un grand pianiste qui a eu des belles fonctions à l'Opéra d'Australie, l'Opéra de Sydney, et donc ils ont une séance de coaching. Et à un moment donné, ils travaillent un morceau de Mozart et le coach dit sur cette mesure-là, le si bémol, il faut que tu le changes. Un si bémol.
Alors je me dis, un si bémol, c'est un si bémol. Vous voyez, tu tapez sur un piano, un si bémol, c'est un si bémol. Et ils reprennent quelques mesures avant, la chanteuse arrive sur le si bémol, et le si bémol est immédiatement changé. Et j'ai trouvé ça magique parce que je me suis dit, 1, ils se sont donné du feedback instantané, 2, sur un micro détail que probablement 99,99% des gens n'auraient pas senti. Et pourtant, l'artiste, qui est une grande chanteuse d'opéra de la scène internationale, va accepter ce feedback-là, ne va pas le contester. On reprend quelques mesures avant et immédiatement on change. Et j'ai trouvé ça épatant parce que j'ai eu l'occasion de diriger des entreprises, d'en observer encore plus. Et cette capacité à, 1, partager du feedback, 2, l'accueillir sans se justifier, sans ego, et 3, en modifiant immédiatement sa performance sur un micro-détail, je me suis dit, le jour où une entreprise sait faire ça, elle battra tous ses concurrents. Le feedback, c'est un vrai avantage concurrentiel pour les entreprises qui savent créer des vraies cultures de feedback. Alors, vous évoquez les 2 types de feedback, que sont le feedback correctif et le feedback positif. Comment s'exprime-t-il et comment il se complète? Alors, il y a surtout déjà une première chose contre laquelle il faut lutter, c'est la technique du feedback sandwich, qui consiste grosso modo à déguiser un message pas très sympa en l'enrobant au départ avec un petit compliment à 2 balles et puis en le concluant avec un petit encouragement positif. Alors ça, c'est pas du tout l'esprit du feedback positif et du feedback correctif. L'esprit du feedback positif et de correctif, c'est de comprendre que pour progresser, il faut autant comprendre ce que l'on fait bien que ce que l'on doit améliorer. Et nous ne verbalisons pas assez ce que nous faisons bien. C'est-à-dire que tous les jours, les gens dans les entreprises, dans leur famille aussi, font tout un tas de choses très bien pour les autres, mais ils n'en ont pas conscience parce que tant que vous ne verbalisez pas ce que j'ai fait bien pour vous ce matin quand on s'est accueilli, ou tant que je ne verbalise pas ce que vous avez fait qui était bien dans votre accueil, vous n'en avez pas conscience. Donc l'objectif premier du feedback positif, c'est de montrer à l'autre que tel geste, tel mot, tel comportement a été perçu positivement pour encourager sa reproduction. Le feedback correctif, c'est un feedback qui va dire « et si on veut encore s'améliorer, si on veut être encore plus performant, voilà, moi, là où les 2 suggestions que je pourrais vous faire ». Il ne s'agit donc pas de déguiser ou d'enrober un message négatif, il s'agit de comprendre que pour être performant, nous avons 2 leviers. Un levier qui consiste à surutiliser nos points forts, et un deuxième levier qui consiste à corriger, améliorer ou en tout cas diminuer l'impact négatif de nos points d'effort. Alors, comment communiquer sur les points d'amélioration ? Alors, le premier truc qui est très important et qu'on a démontré dans nos travaux, on a étudié avec l'équipe 17 pays jusqu'à présent et on a démontré une statistique absolument effrayante qui est de dire qu'en moyenne sur 17 pays, c'est 1 personne sur 2 qui déclare manquer de reconnaissance. 1 personne sur 2 déclare manquer de reconnaissance, que ce soit au travail, à la maison ou pire, dans les 2 univers. Et si ce chiffre se confirme dans la suite de nos recherches, ça signifiera que le manque de reconnaissance, c'est la maladie psychologique la plus répandue sur la Terre. Pas la plus grave, il y a des psychopathologies beaucoup plus graves bien évidemment, mais ça sera la plus répandue parce que je ne connais pas de psychopatho dont la prévalence est d'1 personne sur 2. Alors, comment on fait pour partager plus de correctifs ? Eh bien, d'abord, on partage davantage de positifs. Notre culture, et en particulier la culture française, parce qu'il y a des différences culturelles, bien évidemment, de pays à pays, mais dans la culture française, on aime bien dire quand ça va pas, et on a beaucoup de mal à dire quand ça va bien. Et on le voit en management, par exemple. Les managers font tout un tas de choses bien pour leurs équipes, et les équipes ne disent rien. Alors, le manager, au bout d'un moment, il dit, visiblement, ça sert à rien, donc je vais arrêter. Et le manager arrête, et c'est là, d'un seul coup, où les équipes se retournent vers lui ou vers elle en disant « Mais pourquoi t'as arrêté ?» Et là, le manager, il comprend pas. Il dit « Mais attendez, j'ai fait ça, j'avais aucun retour. Et puis là, d'un seul coup, j'arrête, et vous me faites un retour, mais il est uniquement négatif. » Voilà, l'esprit du feedback, et ce qu'on a essayé de mettre dans le livre, c'est effectivement de dire « Il y a un intérêt à parler des 2, et c'est pas juste pour se brosser dans le sens du poil, il y a un intérêt en termes de performance et en termes d'humanité. » Sur les réseaux, il y a trop de passion et pas assez de connaissances. Le public aime les choses faciles qui limitent les efforts intellectuels. Tout le monde aimerait savoir et pourtant, tout le monde n'est pas prêt à apprendre. Les médias digitaux mettent en compétition l'accès à l'information facile et l'apprentissage de la connaissance difficile. C'est comme mettre en concurrence chez un jeune enfant une tablette de chocolat et une purée de brocoli. Je peux confesser que je suis parfois fatigué de voir la facilité gagner son combat. Je me rassure en me disant que si vous avez réussi à poursuivre la lecture jusqu'à cette page, vous n'êtes pas concerné.
Je voudrais aussi insister sur un message qui n'est parfois que chuchoté. Prenez garde à la tentation de la facilité. Un bon nombre de savoirs sont désormais disponibles, accessibles de façon instantanée. De plus en plus, la connaissance est abrégée, condensée, prémâchée. Sachez que le plaisir d'apprendre est davantage dans le détail que dans le résumé. L'offre pour apprendre n'a jamais été aussi diversifiée. Rappelez-vous que les stratégies d'apprentissage qui ont un risque élevé d'être inefficaces sont généralement celles qui sont préférées. Là où la technologie allège votre cerveau, elle crée un nouveau besoin d'effort. Il s'appelle le progrès et c'est à chacun de nous de l'inventer. Stéphane, vous venez de nous offrir la lecture de 2 passages extraits de votre livre. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ces extraits ? Eh bien parce que je pense qu'il touche tout le monde. Il touche à la fois les gens dans les entreprises, qui sont mon audience privilégiée, mais il touche aussi les parents, les adolescents, les enfants, les enseignants. On est dans un monde qui, bien évidemment, vit une révolution de l'information et de la connaissance absolument incroyable, et on a cette tentation de la simplicité, de la facilité. Je vois beaucoup d'entreprises qui me disent « Alors, je voudrais apprendre ce truc très compliqué, mais je voudrais que ça prenne pas trop de temps. » Et j'adore ce paradoxe parce qu'on arrive à finir par le croire. Et ça crée quelques dégâts parce que, par exemple, aujourd'hui, se diffuse sur les réseaux sociaux en particulier cette idée que, on peut tous devenir un expert, que tout le monde peut parler de tout et de n'importe quoi. Et on oublie que derrière nous, il y a des gens qui ont pensé, réfléchi, travaillé, construit, structuré pour transmettre un message. Donc tout le monde réinvente une sauce. Et par exemple, si on prend LinkedIn comme un réseau social intéressant sur le sujet, vous avez en permanence des posts qui réinventent Platon, Socrate et tout un tas d'autres penseurs en disant souvent un peu moins bien ce qui a déjà été dit brillamment. Bref, je pense qu'il faut grandir sur les épaules de nos prédécesseurs, il faut s'intéresser à l'histoire de la connaissance, il faut s'intéresser au sujet et après seulement peut-être commencer à parler. Alors, vous écrivez, le feedback ne se réduit pas à une seule aptitude. Il est composé d'un ensemble subtil de sous-compétences. Quelles sont-elles ? Alors, oui, effectivement, ça a été aussi une découverte parce que au début, on se dit, on va apprendre à donner, recevoir du feedback, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, il y a plein de sous-compétences. Alors, l'une d'entre elles consiste à être à l'écoute du monde. Si vous voulez donner des beaux feedbacks, il faut être à l'écoute, il faut être attentif aux autres. Cette capacité d'observation est clairement pas donnée à tout le monde. Ensuite, il faut être à l'écoute de soi-même. Typiquement, j'observe le monde, mais certaines personnes ne ressentent rien, ne voient pas la beauté du monde ou ne voient pas nécessairement ce qui pourrait être amélioré ou ne voient que l'un ou que l'autre. Dans le feedback, il faut voir les deux. Ensuite, il faut prendre le temps de conceptualiser, de verbaliser pour que ça puisse avoir un impact, pour que ça puisse être beau et compréhensible pour l'autre. Il faut avoir le courage de le partager. Il faut accepter aussi parfois la contradiction. Il faut accepter aussi peut-être que certains de nos cadeaux ne toucheront pas leur objectif. Et puis bien évidemment, il y a toutes ces compétences qui sont autour de la réception du feedback. Il faut se mettre dans une prédisposition à l'accueil, il faut se mettre dans une prédisposition à l'écoute, à la compréhension, parfois à la compréhension de quelque chose qui nous dérange. Il faut se mettre dans une acceptation de la mise en pratique, parfois même aussi essayer de tenter des choses sur lesquelles nous ne sommes pas convaincus, mais qui vont permettre de faire grandir la confiance entre deux individus. Voilà, tout ça, c'est un apprentissage d'une vie. J'ai la chance de pratiquer le feedback depuis une 20aine d'années maintenant, et je peux dire, sans fausse modestie, que je continue à apprendre probablement tous les jours. Je ne crois pas être encore bilingue parfaitement en feedback. Alors, pour développer les compétences de feedback, vous expliquez que nous avons besoin d'un environnement apprenant. Qu'est-ce qu'un environnement apprenant et comment peut-on le créer en entreprise, à l'école ou chez soi ? Alors, l'environnement apprenant mériterait sans doute qu'on consacre un podcast entier au sujet, tellement le sujet est vaste. Mais l'idée principale pour moi, dans un environnement apprenant, c'est qu'on accepte l'erreur et pas la récidive. Et cette idée est assez centrale parce qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise en particulier, ou même on voit ça chez certains parents, on voudrait que les gens réussissent tout du premier coup. Et bien évidemment,
il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans échec. Cela ne veut pas dire, à l'inverse, qu'il faut se planter juste pour le plaisir d'apprendre. Non, ça n'est pas du tout l'idée, mais il ne faut pas mettre trop de pression sur les gens, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça a tout un tas de conséquences. L'une d'entre elles en particulier qu'on démontre dans le livre, c'est qu'il faut arrêter avec cette suprématie du jugement et de l'évaluation. On veut tout mesurer, on veut tout mettre dans un score, dans un rating, et on veut mettre tout dans un classement. Et cette vision-là, cette approche-là est particulièrement inhibante pour la grande majorité des gens. Et c'est là qu'on fait une grande erreur de pensée. À partir du moment où vous jugez les gens, à partir du moment où vous évaluez, vous êtes dans une logique de compétition qui, certes, va motiver une petite minorité de la population, les meilleurs, mais qui vont démotiver et qui vont créer des troubles de la confiance en soi pour une majorité des gens. Et cette pensée-là, de l'évaluation et du jugement, c'est l'antithèse de la pensée du feedback. Alors, je ne cherche pas à remplacer l'une par l'autre. Vous verrez dans le livre que je cherche à les équilibrer. Je pense qu'il y a un intérêt à la compétition dans un certain nombre de cas, mais il y a aussi un grand intérêt à la coopération. Et cette conjugaison de la coopération et de la compétition peut passer par le feedback, qui est un outil merveilleux pour être à la fois exigeant et bienveillant. Alors, vous expliquez aussi que le feedback régulier est préférable aux entretiens annuels pour performer, donc je parle des entreprises, mais qu'il doit être bien dosé. Comment bien choisir son timing? Et quelles erreurs faut-il éviter? Alors, déjà, sur l'entretien annuel, pour moi, un entretien annuel, d'ailleurs, on l'appelle un entretien annuel d'évaluation. Donc, c'est quelque part le dernier endroit où j'ai envie de voir du feedback. À partir du moment où votre bonus est en jeu, à partir du moment où votre augmentation salariale est en jeu, à partir du moment où votre prochaine promotion est en jeu, très clairement, nous ne sommes pas réceptifs au feedback. L'idée principale qu'on essaye de développer, c'est qu'il faut garder l'entretien annuel parce que nous avons besoin de ces moments de classement, nous avons besoin de mettre les gens dans des grilles pour tout un tas d'actes de management et de ressources humaines. Mais il faudrait se donner du feedback pendant 364 jours pour un jour s'évaluer et se mettre dans des catégories. Alors, bien évidemment, quand je dis se donner du feedback 364 jours, et c'est votre invitation à mal, l'idée, c'est pas de se dire tous les matins, je vais t'en donner un, parce que c'est un peu le syndrome du pain au chocolat à la sortie de l'école. Si vous donnez un pain au chocolat à votre enfant tous les jours à la sortie de l'école, le seul truc qu'il va retenir, c'est le jour où vous l'aurez oublié, où le pain au chocolat sera pas bon, et donc vous aurez raté l'objectif. Alors, comment on fait pour savoir quels sont les bons moments? D'abord, on est attentif aux moments qui sont mauvais. Prendre le temps d'écouter du feedback, c'est d'abord prendre du temps. Donc finalement, l'idée principale d'un feedback, c'est que c'est un temps de qualité. Donc, pour pouvoir donner du feedback efficace, il y a cette idée de se créer un temps de qualité. Et ce que j'appelle un temps de qualité, c'est un moment un peu rare dans lequel il y a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un moment dans lequel il n'y a pas de jugement. Ces moments-là sont rares. Quand vous promenez dans le métro, il n'y a pas de jugement, ils sont rares. Et deuxièmement, ce sont des moments dans lesquels notre seule intention réciproque est créée. Comment on fait pour savoir si c'est le bon moment? L'astuce la plus simple que je proposerai à vos auditeurs, c'est tout simplement de demander à l'autre. Il est tout bête de dire, tiens, au fait, concernant ta présentation d'hier, concernant ton dossier, j'aurais du feedback à te donner, du vrai feedback. Pas un ordre déguisé, un vrai feedback à te donner. J'en aurai pour 5 minutes, 10 minutes. Ça peut se faire maintenant si tu as 5-10 minutes. Ça peut se faire plus tard dans la semaine. Ça peut même se faire la semaine prochaine. C'est quand tu veux, je suis à ta disposition. Et vous saurez immédiatement si la personne est dans une prédisposition à l'accueil ou pas. Alors, vous partagez quelques routines feedback essentielles pour une bonne journée. Quelle est votre routine feedback? Alors, j'en ai plusieurs, bien évidemment, mais quelque part, la question est biaisée puisque j'ai consacré la moitié de ma vie au sujet. Donc, j'en ai plusieurs, mais je vais en citer deux. La première, c'est que je commence toutes mes journées, le premier message écrit que je fais, SMS, WhatsApp, etc., est toujours un feedback positif pour quelqu'un que j'ai rencontré la veille. Toujours. Donc, mon premier message est un message de générosité, mais qui en réalité est aussi un message d'égoïsme. Et je tiens à le dire, je suis pas meilleur que les autres là-dessus, c'est je commence ma journée avec un état d'esprit positif. Je vais partager quelque chose, je ne sais pas si l'autre va l'apprécier, je ne sais pas s'il va le lire tout de suite ou plus tard, parce que j'ai tendance à faire ça tôt le matin, parce que je me lève tôt. Mais je le fais aussi pour moi. Je commence positivement. Je me force à penser quelque chose de beau pour démarrer ma journée. Une deuxième routine que j'ai développée, celle-là avec beaucoup plus de difficultés parce que je partais de loin, c'est d'accepter de mettre en place des feedbacks correctifs auxquels je ne crois pas. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire un truc
qu'il faudrait que je fasse différemment. Fondamentalement, c'est quelque chose, je me dis, mais non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Mon instinct, vous voyez, me dit, non, mais c'est pas toi, défends-toi corps et âme pour lui dire qu'il a tort, que c'est toi qui as raison, que c'est toi qui es l'expert, que c'est toi qui es super bon, etc. Et ces feedbacks-là, je me fais un honneur de me dire, tais-toi, dis merci et teste. Et je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que tester ne mettait pas ma vie en danger. Et que 2, quand je testais les choses, j'améliorais dans le regard de l'autre la relation de confiance. Ça me laisse la liberté de ne pas poursuivre si jamais ça ne me correspond pas, mais je montre à l'autre que son point de vue compte. Donc je vais tester. Et je vais tester comme ça beaucoup de choses. Certaines, je vais les garder, d'autres, je vais les éliminer. Mais l'un des intérêts de cette démarche-là, c'est que ça me fait sortir de ma zone de confort. L'art du feedback consiste non pas seulement à le donner, mais aussi à le demander. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et à ce propos, vous écrivez « Je déconseille la formule naturelle. S'il te plaît, donne-moi du feedback ». Alors, comment bien demander un feedback ? Oui, parce que, alors ça, c'est super contre-intuitif, mais pareil, les managers qui, vous savez, dans les entretiens annuels, on leur dit, dernière question du formulaire, demandez du feedback. Ils vous diront, alors de temps en temps, j'en ai de l'utile, mais de temps en temps, j'ai juste un grand blanc, et de temps en temps, j'ai juste du cirage de pompe. Alors, quelques règles pour avoir plus de chances d'obtenir du feedback. La première règle, c'est de pas dire « donnez-moi du feedback », c'est de poser en réalité 2 questions, en tout cas de faire 2 invitations. Petit 1, sur un sujet, dites-moi une chose que j'ai bien faite, et sur ce même sujet, dites-moi une chose que je pourrais améliorer. On va en rendez-vous chez un client tous les 2, on sort, on n'est pas encore dans le métro, pas encore dans la voiture, et je vous dirai à Amal, tiens, dans ce rendez-vous Amal, dis-moi un truc que j'ai bien fait, et dis-moi un truc que je pourrais améliorer. Et cette question, je vais vous la poser à chaque fois, à vous Amal, et à toutes les autres personnes de l'agence avec qui je pourrais travailler. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, dans les petites astuces, si on veut améliorer la qualité des feedbacks que l'on reçoit, il faut anticiper la demande. Parce que si vous me demandez un feedback comme ça à chaud, j'aurai pas forcément toujours d'idée. Par contre, si vous me dites, tiens, on va vivre cet entretien ensemble, cette présentation ensemble, et j'aimerais que tu me donnes du feedback. Quand je vais vous observer, je vais prendre des notes, et ça va mécaniquement améliorer la qualité de mon feedback. Et puis un dernier petit conseil, c'est demander du feedback sur des choses précises. Parce qu'en réalité, on peut se donner du feedback sur tout, sur notre coiffure, sur notre tenue, sur notre façon de parler, sur notre voix, sur notre fond, bref, sur des milliers de choses. La réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, mais il y a aussi plein de choses qui m'intéressent pas. Si je veux augmenter la qualité des feedbacks que je reçois, il faut que je préoriente un petit peu les sujets sur lesquels j'aimerais recevoir du feedback. Et pour ça, il suffit de le dire aux autres. Alors, vous expliquez aussi que lorsque le feedback ne marche pas, c'est qu'il y a souvent un dysfonctionnement au niveau du réservoir à estime de soi. Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, alors dans nos programmes de recherche, on a montré que seulement 4% des gens étaient totalement résistants au feedback. Ça voudrait dire, théoriquement, que 96% des gens acceptent le feedback. Et l'expérience du quotidien nous montre que c'est pas tout à fait le cas. En réalité, pour ces 96% des gens, il y a plein de gens qui sont méfiants, résistants au feedback, parce que leurs réservoirs à estime de soi ne sont pas suffisamment remplis. Parce que quand à l'école, on vous a dit que vous étiez pas bon, quand dans vos familles, on a appuyé là où ça faisait mal, quand vous rentrez dans une entreprise où on vous critique, et quand parfois, même dans votre vie de couple, avec vos enfants, avec votre conjoint, on continue à appuyer sur tous les trucs que vous ne faites pas bien, il y a un moment donné, votre corps et votre cœur disent juste « stop, je n'en veux plus, il y en a marre ». Et le truc, c'est que tout ça, c'est très humain et que la seule manière de vraiment le compenser, c'est de remplir les réservoirs à estime de soi. Et pour mieux remplir les réservoirs à estime de soi, il faut, selon moi, davantage se former alors au feedback ou à tout un tas d'autres choses, parce que j'ai consacré ma vie au feedback, mais je peux tout à fait accepter qu'on parle de communication non violente ou juste d'humanité, de générosité, d'attention, d'empathie. Bon, bref, tous ces sujets-là, le feedback est juste une technique, une manière d'aborder ces thèmes-là, mais d'être beaucoup plus attentif à remplir les réservoirs à estime de soi, parce que je n'ai rencontré aucune personne qui m'a dit « je déborde reconnaissance, j'en reçois trop à la maison, au travail, mes enfants, mon conjoint, etc. » Mais tous les jours, on me félicite, on me reconnaît vraiment pour qui je suis, ça j'ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré des milliers de gens qui souffraient d'un manque de reconnaissance, et à force d'en écouter, ça fait mal. Alors, il y a beaucoup de phrases brillantes dans votre livre, et il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Vous dites à un moment donné, le courage ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, il consiste à penser tout ce que l'on dit. Oui, merci d'abord pour le retour.
Oui, alors il y a une espèce de truc dans la communication où il y a des gens qui ont cette conviction, d'ailleurs, même des experts qui encouragent ça, de dire « dites tout ce que vous pensez, mettez sur la table tout ce que vous pensez ». Et je suis absolument contre cette idée parce que si on devait dire tout ce que l'on pense, on se ferait un mal incroyable. C'est dans notre nature humaine de juger les autres et pas toujours de façon positive parce que c'est un processus identitaire. Hein, je me construis en me comparant aux autres. Et donc, mon cerveau, inconsciemment ou parfois consciemment, va passer son temps à critiquer ceux qui ont une grosse voiture, ceux qui polluent, ceux qui managent comme ceci, ceux qui managent comme cela, etc. Alors ça, c'est assez facile en réalité. Et le problème, c'est que si on met sur la table tout ce qu'on pense, on va créer beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Pour moi, communiquer, ça n'est pas dire tout ce qu'on pense. Pour moi, communiquer, c'est réduire la distance qui nous sépare de l'autre. Quand je communique avec vous, quand vous communiquez avec moi, nous avons des différences. On ne se dit pas tout ce que l'on pense, mais par contre, on va se dire des choses qui vont essayer de réduire la distance naturelle qui nous sépare. Et cette idée-là nous montre que dans notre dialogue, dans notre conversation à l'autre, si on se dit, mais attends, ce que je vais dire là, est-ce que ça augmente la distance ou est-ce que ça la réduit ou est-ce que c'est neutre? Si on se dit, attends, c'est ce que je te dis là, ça augmente la distance, pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Alors, je ne suis pas contre la liberté d'expression, bien évidemment, parce que le feedback et le pouvoir des conversations, c'est aussi de se sentir libre. Hein, la liberté est au cœur du feedback, mais il y a quand même des limites à ça. Hein, il faut arrêter d'ériger les choses, une espèce de sophisme absolu. Dites tout ce que vous pensez et vous serez heureux. C'est absolument pas vrai. Vous écrivez aussi « J'aurais pu croire que le feedback était une simple mode. J'ai compris qu'il était le symptôme d'une nouvelle autorité en train de se dessiner. » De quelle autorité parlez-vous? Ah oui. Alors ça, c'est en réalité ma grande découverte. C'est que le feedback, c'est un petit sujet, mais qui est le symptôme d'un problème beaucoup plus grave. Et ce problème beaucoup plus grave, c'est que nous vivons depuis globalement la Deuxième Guerre mondiale une révolution des autorités qui touche tous les pans de la société. Aujourd'hui, les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient syndicales, managériales, même scientifiques, sont remises en cause en permanence. Et les gens se méfient de l'autorité. Et alors ça se comprend parce qu'en fait, depuis 300 000 ans au moins, nous sommes le fruit d'une seule et même autorité qu'on appelle l'autorité par soumission. Et cette autorité par soumission, son principe de base, c'est un duo peur-admiration. Quelqu'un me fait peur et en même temps je l'admire, il devient chef de ma tribu. Et ce truc-là, le problème, c'est que ça marche très très bien dans un monde dans lequel on est soumis à des contraintes très court terme. Hein, si vous voulez atteindre des résultats court terme, le management par soumission est ce que Homo sapiens a inventé de plus efficace. Le problème, c'est que quand nos besoins à court terme sont assouvis, on peut manger aujourd'hui à notre faim dans pas mal de pays, on est en sécurité physique dans pas mal de pays, ça n'est pas vrai partout, mais dans le nôtre en l'occurrence, c'est le cas. Et bien d'un seul coup, cette autorité par soumission, elle est contestée. Et aujourd'hui, on est au milieu de ça. Il y a une deuxième forme d'autorité qui est en train de naître, qu'on appelle l'autorité par engagement. Elle est radicalement opposée à la première, parce que quand on a subi 300 000 ans d'un truc, quand on en invente un deuxième, on fait 180 degrés en matière de virage. Et le problème, c'est que ces deux autorités ne se comprennent pas. Les leaders par soumission trouvent toujours que les leaders par engagement sont des leaders faibles. Et les leaders par engagement trouvent toujours que les leaders par soumission sont des leaders fous. Et ce qu'on montre dans nos travaux, c'est qu'en réalité, il va falloir trouver un nouveau paradigme dans lequel nous équilibrons, conjuguons, hybridons les deux formes d'autorité. Alors, le feedback donné aux collaborateurs est-il le même que celui qu'on donne aux enfants ou à la famille? Oui, y a-t-il des différences? Effectivement. Alors non, nous, notre postulat de base, c'est que les techniques sont les mêmes et qu'en fait, voilà, c'est une posture de vie plus générale. Alors bien évidemment, les salariés ne sont pas des enfants, etc. C'est pas du tout mon propos, mais les techniques de communication, l'intention du feedback reste la même. On est là pour faire grandir les gens dans les entreprises, on est là pour faire grandir les gens dans nos familles, on est là pour faire grandir aussi les gens dans nos cercles d'amitié. Bref, le feedback est un bel outil à chaque fois qu'on cherche à nourrir l'autre, on cherche à lui donner confiance et à renforcer la relation de confiance. Stéphane Moriou, quelle est la rencontre qui a changé votre vie ou le livre qui a bouleversé vos croyances? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer tellement de gens. J'ai cette chance-là dans ma vie. Alors, je l'ai peut-être provoqué inconsciemment, j'en sais rien, mais j'ai vraiment cette conviction profonde que j'ai rencontré plein de gens qui ont vraiment changé ma vie.
Il y en a une qui est probablement fondatrice par rapport à tous ces travaux. L'anecdote est la suivante. Je suis un jeune consultant à cette époque-là. Je suis à New York et on me propose d'aller assister à une conférence avec les grands gourous de la psychologie positive du moment. Et ça a été un moment magnifique. Un monsieur fait son discours. Tout le monde applaudit, il y a 500 personnes dans la salle, vous voyez, truc à l'américaine, magnifique. Et puis, question-réponse. Maman lève la main et dit, voilà, monsieur, c'était brillant. Vous nous avez raconté ça avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, je voudrais vous exposer mon cas. Moi, j'ai un enfant, il est nul à l'école. Je vois vraiment pas ce que je pourrais lui dire de positif. Monsieur prend le micro, dit ce qu'on aurait probablement tous dit, à savoir, mais ok, votre fils est nul à l'école, mais peut-être qu'il est bon dans d'autres domaines. Peut-être qu'il est bon en sport, peut-être qu'il est bon en musique, ou peut-être qu'il est bon en dessin. La maman reprend le micro, elle dit, non. Je suis désolé, il déteste le sport, la musique, c'est pas son truc, et le dessin, il est mauvais. Je vous dis, il est mauvais. Et là, je me disais, vous voyez, intérieurement, bon, bah voilà, la psychologie positive, ça a quand même un certain nombre de limites. Il y a un moment donné, voilà, il y a des trucs qui sont graves. Et le vieux monsieur reprend la parole et dit, mais chère madame, votre fils va-t-il tous les jours à l'école? Alors la maman, bien sûr, dit, bah, vous imaginez bien, avec mon mari, on l'autorise pas à sécher, et déjà qu'il est mauvais, nanana, donc oui, bien sûr qu'on le force à aller à l'école tous les jours. Et là, le vieux monsieur dit cette chose qu'on aimerait tous dire un jour dans notre vie, avec une grande, grande sagesse. Il répond, voyez-vous, madame, tous les jours que Dieu fait, votre fils va dans un endroit où tout le monde lui dit qu'il est mauvais. Il faut beaucoup de courage pour ça. En quoi croyez-vous ? Alors je suis darwinien, donc je crois à la sélection naturelle, je crois à l'humanité, je crois au progrès, donc je crois à l'optimisme. Pas un optimisme naïf, il y a des grands dangers qui sont devant nous, il ne faut pas du tout les oublier, mais je crois que nous avons cette capacité en tant qu'hommes et femmes à nous réinventer en permanence. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le feedback, même si c'est un grain de sable dans tous ces grands enjeux, eh bien peut-être que le feedback pourrait nous aider à résoudre certains des grands enjeux pour l'humanité. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'émeut... Alors, deux questions différentes. Ce qui m'inspire, tout. J'ai d'ailleurs essayé de faire ça dans le livre, trouver des inspirations, bien évidemment scientifiques, c'est mon parcours, mais des inspirations auprès des dirigeants d'entreprise, mais aussi auprès des ouvriers de première ligne, des gens qui sont en France, des gens qui sont à l'étranger. Donc je cherche mon inspiration partout. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont les conversations imaginaires, puisque dans le livre, je vais rencontrer et introduire chaque chapitre avec une conversation avec des gens qui me comptent beaucoup, Antoine de Saint-Exupéry, Charles Darwin par exemple, et je termine en discutant avec le feedback lui-même incarné, magnifique. Ça m'émeut beaucoup, pour le coup. Ce qui m'émeut le plus, c'est les gens qui sauvent la vie des enfants. Je suis particulièrement touché par les gens que j'ai pu croiser dans ma vie, qui sont dans des services de réanimation pédiatrique, par exemple, et qui sont face à une douleur, une souffrance permanente des enfants et des parents, des familles. Et ces gens-là sont des vrais héros et on n'en parle pas assez. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? L'imbécilité, avec deux ailes qui volent beaucoup. L'ignorance me fait peur. Je pense que l'espèce humaine, son vrai danger, c'est l'ignorance, c'est l'imbécilité, c'est la facilité. Tant qu'on restera dans ces dogmes-là, oui, rien ne garantit que Homo sapiens survivra. Qu'est-ce qui vous met en colère ? La violence injustifiée. J'ai rencontré pas mal dans mes conférences des gens qui me disaient mais donc critiquer c'est pas bien et donc insulter ses enfants c'est pas bien. Et j'ai plusieurs exemples. Je disais mais non madame, non monsieur, effectivement. Elle dit mais alors là franchement vous m'apprenez un truc parce que moi mon enfant tous les jours je lui dis qu'il est con. Et c'est un truc, alors voilà, j'ai eu la chance d'évoluer dans un univers qui n'était pas confronté à ça, mais les conférences m'ont fait rencontrer ça, et ça, quelque part, ça me fait dire que je n'en veux pas à ces parents-là, parce que je crois fondamentalement qu'on ne peut en vouloir à personne tant qu'on n'a pas éduqué les gens. Et qu'il y a une grande responsabilité de l'école, il y a une grande responsabilité de la société, et puis peut-être pour des gens aussi comme moi, de diffuser ces messages, pour effectivement faire réaliser aux gens que, oui, il y a un certain nombre de trucs qu'il ne faut pas dire, qu'il y a un certain nombre de trucs qui cassent les identités. Et ce savoir-là, bizarrement, il n'est pas répandu. On n'apprend pas aux parents à être des parents. Et là-dedans, je suis extrêmement critique à l'encontre de l'éducation nationale en France comme à l'étranger, qui ne s'intéresse pas et qui n'adresse pas ces vrais sujets. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui fait de la musique.
Voilà, c'est mon moment où je peux déconnecter du feedback. C'est le moment où mon cerveau, voilà, il y a beaucoup de musique dans ma vie, beaucoup d'opéra, beaucoup de jazz, beaucoup de musique du monde. J'ai la chance de jouer d'instruments, j'ai la chance de côtoyer la vie de gens qui sont des grands artistes. La musique a inspiré beaucoup de mes travaux aussi, bien évidemment, j'en ai parlé. La musique, ouais, me fait déconnecter. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Ah, compliqué ça. Votre punchline à vous? Ma punchline à moi. Je reprendrai une citation de Jung que j'aime beaucoup qui dit « Réfléchir est difficile, c'est pour ça que la plupart des gens jugent. » Et je suis humain, je suis comme tout le monde. Il m'arrive aussi souvent de juger comme ça spontanément, et en particulier quand on est dans une famille avec des émotions, etc. Ouais, ça m'inspire, c'est-à-dire, attends, ça, tu tombes dans la facilité. Juger, c'est facile. Allez, réfléchis un bon coup. Eh bien, merci Stéphane. Merci beaucoup, Amal. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Encourager l'écrivain Bernard Werber. Effectivement, essayons. D'une part, parce que le verbe est ce qui nous distingue vraiment du reste du vivant. Il est notre singularité, notre sacerdoce, le premier contributeur de notre génie et de notre puissance. D'autre part, et pour reprendre une formule de Stéphane Moriou, il serait dommage de ne pas connaître ces moments de grâce faisant que quelques mots pleins de lumière peuvent changer un destin. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blueminiou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.